Alors, entre 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a les plaies anciennes qui sont encore béantes et puis il y en a de nouvelles qui s'ouvrent. Le Parisien, l'Algérie ne sait plus où elle va. Et d'ailleurs, la France ne l'y aide pas, ajoute l'écrivain Boualem Sansal dans une tribune du Figaro à côté de celle de Nicolas Sarkozy. Dans Marianne, c'est le catholicisme ancien et nouveau qu'on explore. Pédophilie, repli identitaire, obscurantisme, les scandales de l'Église de France. Et puis une alerte en une du Figaro Magazine. Délinquance, un général accuse le réquisitoire d'un grand patron de la gendarmerie contre un système judiciaire grippé. Enfin, Libération, Benzema, nouvelle embrouille. On commence avec un appel pour la procréation médicalement assistée en France. Oui, un appel dans Le Monde signé par 130 médecins et biologistes dont les noms sont associés à l'histoire de la procréation médicalement assistée. René Friedman, Israël Nizan, François Oliven. Nous, médecins, avons aidé des couples homosexuels à avoir un enfant, même si la loi l'interdit. Alors en fait, ce qu'ils réclament, c'est carrément un plan large, beaucoup plus large, contre l'infertilité et une remise à plat des incohérences des lois de bioéthique en France. Et en effet, comment ne pas trouver aberrant que l'on dépiste systématiquement les trisomies 21 pendant la grossesse, mais qu'il soit interdit d'opérer un diagnostic préimplantatoire de cette maladie, de sorte que des femmes qui ont bénéficié d'une fécondation in vitro doivent subir une interruption médicale de grossesse. Mais en fait, il y a une dimension du sujet qui mériterait débat. Appeler infertilité le fait que des femmes homosexuelles ne puissent pas avoir d'enfants et en faire un problème comparable à l'infertilité médicale de couples hétérosexuels doit-il être une évidence ? Et l'infertilité d'une femme de 40 ans relève-t-elle de la médecine ou de la société et de son organisation ? Et d'ailleurs, est-ce que le combat pour l'avortement auquel se réfère l'appel était du même ordre ? L'immense intérêt de cet appel, finalement, c'est que ça permet justement de débattre. Autre débat sur le chômage et le travail des femmes. Oui, le titre fait bondir, il est dans les pages économiques du Figaro. Construire des crèches nuit-il au plein emploi ? Alors c'est un article qui s'intéresse au faible pourcentage des temps partiels en France par rapport aux autres pays européens. En gros, là, en France, soit on travaille à temps plein, soit on est au chômage. Pourquoi ? Eh bien, l'article nous dit parce que les femmes travaillent davantage. Elles trouvent des places en crèche, les enfants vont à l'école toute la journée. Bref, si elles gardaient les enfants, le taux de chômage français se rapprocherait peut-être un petit peu plus de celui de nos voisins. Bon, heureusement, l'article ne propose pas de renvoyer les femmes à la maison, d'autant qu'il oublie de rappeler que la très grande majorité des temps partiels sont subis et que la pauvreté des femmes et des familles monoparentales est dramatique. Mais il propose d'encourager le temps partiel pendant les études ou au début de la retraite. Ça existe déjà, mais ça n'est pas une preuve de bonne santé pour notre économie. La loi travail, qu'on appelait jadis la loi El Khomri, une opération de déminage qui se poursuit. Ah oui, genre, les éditorialistes s'amusent beaucoup de cette revalorisation du point d'indice des fonctionnaires éminemment tacticiennes et qui donc permet de faire passer une loi pour les salariés du privé. Dans le Midi Libre, Yann Marek relativise largement d'ailleurs cette hausse. Le fonctionnaire qui touche 2000 € par mois pourra partir en vacances en juillet avec 12 € de plus. Une tête d'épingle dans son porte-monnaie, mais un trou béant pour l'État. Mais il y a un autre volet de la loi travail qui intéresse Raymond Courreau dans l'Alsace. Un article qui consacre la liberté pour le salarié de manifester ses convictions religieuses, sauf en cas d'entrave au bon fonctionnement de l'entreprise. Le diable est dans les détails, écrit Raymond Courreau, qui ne veut pas croire que cet article ait été concocté pour inciter les intégristes de tout poil à glisser le bon bulletin de vote dans l'urne. Il en faudra du cran et de la santé pour rédiger planning et règles de service, s'inquiète Didier Rose d'ailleurs dans les dernières nouvelles d'Alsace. Seule l'insécurité juridique progressera, écrit-il, si la revendication confessionnelle devient une composante du droit du travail. À croire que ce gouvernement ne se raccroche plus lui-même qu'à une seule religion, celle du pire arbitrage. Le complotisme, vaste sujet de notre époque. Mais exactement, le magazine Society revient sur ce qui devient un mal du siècle. C'est devenu une forme d'idéologie dominante, nous dit-il. Alors vous suivrez le parcours de Laurent Gouinot, alias Freeman, qui organise des conférences sur le net, qui abreuve de vidéos censées décrypter les mensonges de l'actualité. Confidence d'un vétéran américain sur un programme spatial secret, découverte d'une pyramide construite par le Troisième Reich en Antarctique, et puis bien sûr le 11 septembre, les attentats. Sa femme l'a quitté, et elle a refusé qu'il retire de l'école leur fils Anakin pour lui faire suivre un enseignement libre. La contre-culture complotiste occupe aujourd'hui une place majeure, mais c'est surtout une manne très lucrative pour certains. L'histoire, la vraie, et les oubliés de cette histoire. Mais oui, alors et c'est pas un complot qui les a effacés, c'est juste le hasard. Le Parisien Magazine évoque ces inconnus qu'un écrivain a décidé de faire passer à la postérité dans un livre. Catherine Henriette Bélier, surnommée Cato la Borgnesse, elle était borgne, première femme de chambre d'Anne d'Autriche, qui lui confia la lourde responsabilité de déniaiser Louis XIV quand il avait 15 ans.
Paul Cole aussi, touriste américain qui a refusé d'aller visiter un musée avec sa femme, ça l'ennuyait terriblement. Il a préféré se promener sur Abbey Road un matin de 1969. Alors c'est lui tout au fond sur la photo, vous savez, sur le trottoir derrière les 4 Beatles qui traversent la rue. Et puis Harris Kint, un malheureux qui vole un manteau en janvier 1632. Il est condamné pour cela à la potence. Son corps sera récupéré pour la leçon d'anatomie du docteur Tulp le jour où un jeune peintre nommé Rembrandt décide d'immortaliser la scène. C'est un célèbre tableau. Le malheureux, lui, il n'en demandait pas tant. On termine toujours avec Society. Oui, ça ne vaut pas Rembrandt, mais ça se vend très très bien. Le magazine Society consacre un article au calendrier Carponizer. Vous connaissez pas le concept? Pas du tout. Des jolies filles dénudées qui tiennent des gros poissons. Des trucs gluants de 30 kilos, vivants, qu'il ne faut pas abîmer. En plus, c'est raffiné, c'est élégant, c'est magnifique. L'idée a germé dans la tête d'un Chippendale passionné de pêche à la carpe et qui s'est dit qu'il pourrait demander à ses, je cite, copines stripteaseuses bonasses de poser pour un cadeau qu'il voulait faire à un ami. Alors, c'est de la pêche, mais c'est surtout de la poésie, dit-il. Oui, on n'en doute pas. Mais enfin, finalement, prendre les femmes pour des carpes, ce n'est pas forcément les photographier avec, c'est considérer qu'elles sont mieux à la maison ou à temps partiel. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Un petit mot aussi pour nos confrères de Tennis Magazine qui fêtent leurs 40 ans. Roger Federer, notre grand témoin. Ils l'ont eu, on va l'avoir aussi. Notre pétition que vous retrouvez sur Twitter avec le hashtag un matin a dépassé les 2000 signataires. On est presque au million, on y est presque. Continuez, signez, faites signer, retweetez, mettez sur Facebook, sur Twitter, etc. Il va venir, Roger Federer, c'est sûr.